I must be lost, and he keeps on finding me. Ooh, that man is like a flame, and ooh, that man plays me like a game. The only sin is I can't win. Ooh, I wanna love that man. Ooh, that man is on my list, and ooh, that man I wanna kiss. The only sin is I can't win. Ooh, I wanna love that man. Bit bop, ba da ba, bit dip bop, ba da ba, ba da bit bop, ba da down, did it did it ba da ba, ba da did it did it did it do, did it do it do it do, bit bop, ba da down, I did it did it do. I'm gonna find that man. You betcha I'm gonna find that man. I'm gonna find that man. I'm gonna find that. I'm gonna find that man. I'm gonna find that man. Ooh, I wanna love that man. Ooh, that man is on my list, and ooh, that man I wanna kiss. My only sin is I can't win. Ooh, I wanna love that man. You know, I've been calling you for about 2 days now. I want to see you, darling. I really do. You know, because I think of you, and all of me kind of goes a little bit crazy. So I believe it's a match, darling. You should phone me, and we will have a night in the Casbah that neither of us will ever forget. Beautiful evening of love, lust, and paradise. You can make it nice. Call me back on Riverside 42239. Ciao, ciao. One early morning, as I was walking, I met a woman. We started talking. I took her home to get a few lips, but all I had was mint julep. One mint julep was the cause of it all. I don't remember just how it started, but all I know is we should have parted. I stole a kiss and then another. I didn't mean to take it further. One mint julep was the cause of it all. The lights were burning low there in the parlor, went through the kitchen door. Up popped her father, he said, I saw you when you kissed my daughter. Got to wait right now. Oh, face of slaughter. Mint julep, mint julep, mint julep.
Bonjour à tous, merci de votre présence aujourd'hui pour parler de la stabilité de l'économie monégasque et de ses ambitions, parce que oui, on parle bien d'ambition aujourd'hui. Merci d'être venu sur ce magnifique Salon Monaco Business, dont je salue la présence bienfaisante de Maurice Cohen. Bravo Maurice pour cette organisation. Alors, pour vous parler de la stabilité de l'économie monégasque et de ses ambitions, aujourd'hui avec moi, j'ai pour commencer Monsieur Stéphane Bruno, qui est le directeur du développement économique de la Principauté de Monaco, qui travaille donc pour le gouvernement princier, et qui va nous dresser un petit peu un tableau de l'économie. Stéphane Bruno. Bonjour Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous rendre disponible à cette heure qui n'est pas toujours facile. On va essayer de vous garder très attentifs et d'être le plus interactif possible. Merci Stéphane. On va présenter les autres intervenants et puis je te laisserai parler. Tu étais parti, j'ai vu. Nous avons aussi avec nous le directeur général adjoint de Monaco Digital, c'est-à-dire Madame Françoise Milatos, qui s'est retrouvée... Allez-y. Qui s'est retrouvée modératrice dans le précédent panel oui. Ce matin. Tout à fait. Ce matin, on parlait de l'intelligence artificielle. Là, on va parler de l'économie, et en particulier de l'économie numérique pour ce qui me concerne. Si on peut considérer que l'intelligence d'un pays, c'est son économie, alors ici, c'est l'intelligence réelle, aujourd'hui. Donc, nous avons aussi, pour parler avec nous, nous avons le directeur de l'agence Infotel Monaco. Je veux parler de Monsieur Fabrice Verdier, qui est là. Bonjour à tous, merci. J'ai changé. Fabrice, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et puis, Monsieur Éric Fabretti, qui est le directeur général d'Infotel, qui va nous parler RH, et ça va être intéressant. Alors après, nous avons une véritable vedette de cette scène, si j'ose dire, qui est Monsieur Pierre-Franck Pellaki, qui est en dehors du fait d'être directeur général adjoint de la SMEG, un véritable showman. Il va nous faire un petit peu un état des lieux aussi de l'énergie, où en est l'énergie à Monaco. Bonjour. Et nous finirons avec Monsieur Stéphane Caillé, qui est le Chief Business Development Officer du Monaco Cloud. Le Monaco Cloud, c'est un outil de souveraineté pour la Principauté de Monaco. Il va vous expliquer beaucoup mieux que moi comment et pourquoi. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous et à toutes. Merci. Alors, sans plus tarder, je vais, c'est pas moi la vedette ici aujourd'hui du tout, donc je vais un petit peu laisser Stéphane Bruno nous parler de l'économie de Monaco, où on en est, comment. Alors, chacun sait que Monaco est un pays prospère, chacun sait que Monaco est en train aussi de prendre le virage des nouvelles technologies, de la prospérité par le renouvellement. Comme chacun sait, quand on est tout petit, eh bien, on ne peut pas se permettre de rester immobile, sinon on tombe. Donc, du coup, Monsieur Bruno va nous expliquer comment et pourquoi le gouvernement princier veille à ce qu'en principauté, personne ne tombe. Stéphane, est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît ? Merci Guillaume. En liminaire, je voudrais un petit peu aller à contre-courant du thème aujourd'hui, parce que le mot stabilité me dérange un petit peu par rapport à nos missions et à nos objectifs, puisqu'on est dans un contexte de changement permanent, donc on se doit d'évoluer, de se remettre en question et de s'adapter à ce changement. Je ne reviendrai pas sur les années Covid, puisque je pourrais parler aussi pendant quelques minutes de résilience, chose que la Principauté sur laquelle a fait ses preuves, et notamment notre économie. Et en fait, l'ambition et le travail du gouvernement princier, de mon département et puis de la direction de développement économique et de mes équipes, donc j'en profite pour saluer l'excellent travail et la présence en nombre dans la salle. Nous, notre objectif, c'est de maintenir en fait le dynamisme entrepreneurial. Maintenir ce dynamisme, ça passe par 4 piliers. Et je vais en profiter pour faire un petit état des lieux de l'économie. Ces 4 piliers sont d'abord la création d'entreprises, avec une tendance forte depuis que j'ai pris mes fonctions. Chaque année, il y a une progression du nombre de créations d'entreprises, et je dirais même du nombre de créations nettes. Parce que bien évidemment, je parlais de dynamique, je parlais de changement. La vie de l'entreprise, c'est de naître et de mourir aussi pour différentes raisons. Donc en création nette, on est en progression depuis des années, et cette année, à mi-septembre, on est à plus 6% de création. Sur à peu près, on parle de 5 à 6 000 entreprises, donc 6%, c'est pas neutre. Un des autres piliers importants de ce dynamisme, c'est le développement des entreprises qui sont installées, parce que nos missions à la DDE, c'est de très bien accueillir et d'orienter les nouveaux acteurs, mais aussi d'accompagner, de faire grandir ceux qui sont installés. Et avec mon collaborateur qui est là, dans le nom de code EFX, pour ceux qui le connaissent, François Xavier, un des gros travaux, c'est d'accompagner ces entreprises dans leur croissance.
et de proposer un dispositif d'aide financière qui soit cohérent, complémentaire et évolutif. C'est pour ça qu'on est en train d'y travailler pour le moderniser et de proposer au fur et à mesure l'évolution, je dirais, du monde économique, des nouveaux secteurs d'activité qui se développent et des demandes des acteurs, de proposer un dispositif et des mesures qui sont en phase avec leurs besoins en termes de croissance. Un des autres piliers, et il est lié aussi un petit peu à ce dispositif d'aide, c'est l'innovation. L'innovation, je pourrais en parler très longuement, FX aussi, et je vous parlerai de Monacotech, qui est notre incubateur de start-up. Juste pour vous donner quelques chiffres, donc créé en 2017 de mémoire, avec plus de 400 candidatures, puisqu'il y a des appels à projets 2 fois par an en moyenne. Et aujourd'hui, on a 22 projets qui sont incubés. Ces projets-là ont donné lieu à la création de 25 sociétés en principauté, la création de 150 emplois, et surtout, ça contribue à notre rayonnement, puisqu'on a une image en Europe notamment, et auprès d'autres incubateurs, d'un pays très dynamique en matière de start-up, sur des domaines très ciblés autour de la green tech, le biotech, la fintech. Et peut-être j'en oublie à fixe, mais en gros, on est sur ces domaines-là. Donc l'innovation, c'est un enjeu très important pour le gouvernement. Et un autre pilier, ça c'est quelque chose qui nous tient tout particulièrement à cœur, notamment Monaco Boost, c'est l'entrepreneuriat local, parce que je pense que tout ce qui est local contribue à notre rayonnement, au dynamisme. Et pour nous, c'est un facteur d'attractivité très important, parce qu'on parle beaucoup d'attractivité, mais l'attractivité, c'est avant toute chose notre dynamisme. C'est ça qui va donner envie à des acteurs de venir s'installer, et c'est aussi notre diversité, j'en parlerai tout à l'heure. L'entrepreneuriat local, il s'incarne par le Monaco Boost notamment, avec, je dirais à ce jour, on a plus de 40 entreprises qui sont hébergées, c'est pas un incubateur, mais c'est des jeunes entreprises, soit en création, soit combien de 5 ans, et que l'on accompagne. Et une pépinière, c'est un lieu où du réseau se développe, du business se met en place, et on accompagne par le biais de formations et d'ateliers sur des sujets et des thématiques diverses pour que ces entreprises grandissent. Et au bout de 5 ans, si tout va bien, elles volent de leurs propres ailes et elles quittent le Boost pour s'installer dans un siège social un peu plus traditionnel, je dirais. Donc voilà pour nos objectifs de dynamisme entrepreneurial avec ces 4 piliers sur lesquels on travaille de concert, puisque ces 4 piliers sont étroitement liés. Il y a beaucoup d'adhérence entre ces différents enjeux. Voilà, comme je le disais, notre tissu économique est très dynamique. Voilà. Je répète, il n'est pas stable, ce n'est pas le mot, puisque je vous en parlais tout à l'heure, il y a beaucoup de nouveaux secteurs qui se développent. Le numérique en fait partie, mais il y en a d'autres. Aujourd'hui, comme en attestent les derniers chiffres publiés par l'INSEE, on a le dynamisme est une vraie réalité, avec 10 milliards de chiffre d'affaires à la fin du premier semestre, 10% d'augmentation, un volume global d'échanges commerciaux avec l'étranger qui se développe de plus en plus, malgré un contexte difficile, malgré je dirais, les échanges avec l'Union européenne, malgré le cadre réglementaire que Moneyval nous demande. Donc là, ça prouve que malgré ce qui peut paraître comme une contrainte, mais qui en fait est une opportunité, l'économie monégasque se porte bien. Alors Stéphane Bruno, j'ai envie de vous demander quels sont les atouts de Monaco pour entretenir cette dynamique dans les années à venir? Alors, les atouts de Monaco, c'est avant toute chose, à mon sens, la diversification des secteurs d'activité. Je reprendrai un petit peu les propos de François sur le numérique. C'est vrai qu'on a beaucoup d'acteurs, mais j'ai envie de dire que les acteurs du numérique, pour qu'ils se développent, il faut qu'il y ait des acteurs de tout secteur d'activité, parce que le numérique est un moyen de développement et aussi pour la transition numérique de toutes nos entreprises, quel qu'en soit le secteur. Donc c'est là où on voit vraiment l'interaction entre les différents secteurs. Donc la diversification, c'est essentiel pour plusieurs raisons, parce que ça fait notre attractivité. Et puis c'est un moyen aussi de renforcer notre résistance aux chocs et aux aléas extérieurs pour éviter d'être dépendant d'un ou deux secteurs. Parce que comme vous le savez très bien, contrairement à de nombreux pays, on n'a pas de ressources naturelles. On a l'immobilier, mais au bout d'un moment, compte tenu de nos contraintes de surface, l'immobilier est une ressource qui va se tarir. Donc voilà, je donne un exemple de diversification. On est en train de travailler, on est beaucoup sollicité sur le métaverse. Alors oui, c'est du numérique, mais c'est un sujet sur lequel on travaille de plus en plus. Il y a un premier projet qui nous a été soumis. Le métaverse va être un moyen pour nous de s'affranchir des limites territoriales de la principauté, des limites physiques, et d'imaginer de créer des territoires virtuels. Voilà, je donne quelques pistes sur lesquelles on travaille en ce moment. Ce que j'ai envie d'échanger aujourd'hui avec vous, c'est aussi de parler de croissance durable. Alors croissance durable, vraiment au sens figuré et au sens propre, une croissance durable par rapport aux enjeux de politique publique, avec à la fois la mission de transition énergétique et la partie transition numérique, mais une croissance durable pour s'inscrire dans la durée et pérenniser ce modèle.
Et je voudrais dire 2 mots de Moneval. On en parle beaucoup. Aujourd'hui, c'est à peu près 80% de mon temps de travail, mais c'est une vraie opportunité. Il ne faut pas le voir comme une contrainte. C'est une opportunité à condition qu'on trouve le juste équilibre entre ce qu'on doit faire et ce qu'on nous demande de faire, parce qu'il arrive souvent qu'on demande à Monaco de faire un peu plus que la plupart des pays. Mais j'ai envie de dire c'est la rançon de notre succès et de notre image qui est plutôt positive. Pourquoi une opportunité? Parce que ça va nous permettre de poser un cadre réglementaire, un cadre de conformité, de transparence qui, à mon sens, est le garant d'une pérennité des échanges commerciaux et aussi un moyen d'attirer des investisseurs et peut-être d'attirer des nouveaux investisseurs sur des thématiques que l'on va développer par rapport à ce nouveau cadre. Peut-être pour terminer, je voudrais parler d'un des points forts aussi. On parle de diversification. Et la diversification, c'est aussi la richesse de nos acteurs, qui ne sont pas forcément uniquement économiques, mais nos acteurs institutionnels. J'ai envie de citer, parce que je sais que je l'ai vu aller dans la salle, la Jeune Chambre économique, qui fait un travail exceptionnel à nos côtés. Je vais bien évidemment parler du MEB. Et je pense que là où on doit encore améliorer et travailler dans le sens de la diversification et de l'exploitation de ces synergies, c'est de profiter de ces actions de mise d'État. Ce matin, on parlait de cohésion de Team Monaco. Je pense qu'on est un petit État et qu'on n'a pas encore pleinement exploité cet atout de proximité. Alors nous, on l'exploite dans le service de proximité qu'on délivre aux entreprises, mais entre nous, je pense qu'il faut mieux travailler, mieux collaborer et réfléchir sur des projets transverses et exploiter les missions notamment du MEB qui, de par ses actions aussi bien en termes de rayonnement à l'étranger et de missions Monaco Invest, est en capacité de faire rayonner nos entreprises, de créer du réseau, du business entre elles et puis d'attirer nos investisseurs. Absolument, le MEB sera aux côtés du gouvernement comme toujours. Et vous pouvez compter sur nous là-dessus, Monsieur Stéphane Bruno. Évidemment, nous reviendrons vers vous pour la suite du débat. N'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez. Donc, on va quand même commencer à rentrer un petit peu dans ce qui est... Ah, déjà des questions. Je vois Steven Salzman qui est prêt pour une question. Steven, est-ce que tu ne voudrais pas attendre la fin du débat pour poser une question? Merci beaucoup, Steven. Donc, en fait, l'idée, c'est de rentrer un petit peu dans les exemples concrets. Comment est-ce que l'économie de Monaco garde cette stabilité, garde cette prospérité, garde ce succès? Alors, pour en parler, d'abord, on va se tourner vers Monaco Digital et Monaco Cybersécurité. Alors, Monaco Digital, c'est Françoise Milatos, la directrice générale adjointe, qui va un petit peu nous parler de l'évolution vers l'économie numérique, parce que finalement, c'est quand même le premier facteur aujourd'hui de pérennité pour l'économie monégasque. Je pense qu'on on a engagé il y a peu un délégué interministériel pour la transition numérique. On a toujours un département de la transition numérique qui est très actif. Et je voudrais un petit peu que vous me disiez quel est le rôle de Monaco Digital dans cette transition numérique. Merci Guillaume. Alors c'est effectivement un des facteurs qui est aujourd'hui important, qui est visible aussi. Stéphane l'a très bien dit, c'est un des facteurs à la fois d'attractivité, de développement de l'économie. Ce n'est pas le seul, il y en a bien d'autres. Mais aujourd'hui, il est particulièrement présent et bien représenté à Monaco. Alors, le digital, ça a été depuis longtemps identifié par nous, en tout cas chez Monaco Digital, c'était aussi l'objet de création de la société, comme une grande opportunité pour Monaco. Le digital est important aujourd'hui dans toutes les entreprises et dans toutes les économies, mais Monaco bénéficie d'atouts spécifiques pour pouvoir développer ce domaine-là. Et dans ces atouts-là, il y a le fait que, on le disait tout à l'heure, il y a une grande diversité d'entreprises qui sont toutes intéressées par le numérique. C'est d'ailleurs un de leurs points communs, de leurs facteurs de ralliement. On a une économie qui a toujours été florissante, qui permet aussi le développement de nouveaux projets et le développement de nouveaux secteurs. La grosse concentration d'entreprises avec une grande diversité de secteurs s'accompagne aussi d'une grosse concentration de dirigeants qui permettent de prendre des décisions et de développer des facteurs d'innovation et de développement de l'économie. Et on a aussi quand même, il faut le dire, la volonté qui a toujours été très affirmée du prince souverain à la fois d'accompagner ces domaines
et d'aller vers cette transition. Donc cette opportunité, elle existait depuis pas mal d'années. Elle a été bien identifiée par les décideurs monégasques, d'où la création aussi de la direction interministérielle de transition numérique avec le projet Extended Monaco qui a vu le jour il y a 6 ou 7 ans maintenant. Avec les événements qu'on a vécus ces dernières années, c'est devenu non seulement une opportunité, mais quelque part un facteur indispensable d'évolution. Parce que avec les crises qu'on a traversées, alors on pense bien sûr à la crise du Covid qui a permis de matérialiser cette dépendance qu'on avait au numérique, mais aussi de favoriser son évolution très rapide. Mais même avec les crises qu'on voit aujourd'hui, les crises géopolitiques, la guerre aux portes de l'Europe, les tensions entre beaucoup de puissances internationales, Monaco, là-dedans, doit trouver sa place qui... Le gage de Monaco, c'est sa neutralité, donc elle doit rester à la fois autonome, souveraine et le plus indépendante possible de l'ensemble de ses influences. Mais cette garantie d'indépendance et de neutralité, elle est aussi liée à son autonomie en termes de technologie numérique et de souveraineté numérique. Donc cette nécessité de développer vraiment sur le territoire des applications, des compétences, des facteurs de différenciation est aujourd'hui un vrai gage de développement, et ce développement passe justement par l'agilité des entreprises. Donc je rejoins tout à fait Stéphane quand il dit qu'il ne faut pas parler de stabilité, mais d'adaptation et même d'agilité qui permet à l'économie de Monaco de s'adapter en permanence et d'avoir cette réflexion d'évolution permanente dans son écosystème. Et le numérique est un facteur indispensable pour cette adaptation, pour cette agilité. Et on le voit à travers, il y a de très, très beaux projets, de très belles choses qui ont déjà été faites dans le public et le privé et qui témoignent quand même de ce dynamisme et de ce rayonnement international. Alors Françoise, est-ce que vous en donneriez quelques exemples de ces choses ? Ah oui, bien sûr. Alors on peut donner de multiples exemples. Alors sur le domaine public, il y a toutes les réalisations d'Extended Monaco. J'en citerai une qui nous tient particulièrement à cœur parce qu'on a beaucoup participé, c'est le développement du numérique dans l'éducation. Aujourd'hui, quand même, les élèves collégiens et lycéens de Monaco ont vraiment nativement un apprentissage numérique avec du matériel, avec des apprentissages qui sont accompagnés tout au long de leur scolarité, avec aussi des programmes qui ont été revus pour avoir tous ces fondamentaux, avec en plus les règles de sécurité et de bons usages qui vont avec, et qui sont déjà maintenant dans le socle d'éducation des élèves. Alors il y a aussi plein de projets d'initiatives sur le plan privé. Alors je pourrais citer la SMEG, puisque Pierre-Franck est là. Là c'est triché parce qu'il est là quand même. Oui, mais il va parler d'autre chose. Donc, alors d'accord. Donc la SMEG qui, depuis plusieurs années, a pris vraiment le virage du numérique dans l'ensemble de ses activités. Je citerai un ou deux exemples. Aujourd'hui, les véhicules qui sont utilisés par les SMA sont équipés de puces qui permettent leur traçabilité, l'optimisation des tournées, l'optimisation des points de collecte. Donc ça, c'est un très beau projet. Et la SMEG va aussi beaucoup plus loin parce qu'au-delà d'utiliser le numérique aujourd'hui dans ses services, ils sont en train de développer le fait de proposer aux usagers, voire même aux autres États, des services basés sur l'énergie, bien sûr, mais basés sur le numérique. Donc, ils ne sont plus seulement fournisseurs d'énergie, mais également de services numériques. Donc là aussi, on voit de très beaux projets et une très belle évolution de cette entreprise en utilisant le numérique comme facteur natif. Tout à fait. Merci Françoise. Alors, pour garantir le développement de l'économie numérique monégasque, Monaco bénéficie d'attributs différenciateurs qui sont uniques et qui en garantissent, je suis désolé pour le mot stabilité, mais c'est tout de même vrai. Et sur ces points, on marche en avant sur des sujets qui préoccupent aujourd'hui tous les pays européens, et notamment la sécurité. Tout à fait, notamment la sécurité. Il y a deux sujets fondamentaux qui occupent aujourd'hui tous les décideurs européens. C'est la sécurité et la souveraineté. Donc la souveraineté, peut-être que Stéphane en parlera plus en détail que moi, puisque c'est vraiment le fondement du cloud souverain.
Mais la sécurité, c'est un grand atout de Monaco, qui est un de ses atouts fondamentaux, puisque la sécurité est quand même un atout exceptionnel de Monaco. C'est un des rares territoires où on peut circuler en toute sécurité dans tous les domaines. Et cette sécurité doit se traduire aussi sur le plan numérique. C'est fondamental, d'autant plus que, autant on peut garantir par des caméras le passage des frontières, autant pour le numérique, on ne peut pas arrêter les pirates numériques ou les virus à la frontière. Donc la mise en place d'un socle numérique, et ça aussi la principauté l'avait très bien compris, était un fondamental, un prérequis indispensable au développement de cette économie numérique. C'est ce qui a été fait notamment avec la création de la MSN et toute l'action qui a été faite par Dominique Riban, Frédéric Fautrier aujourd'hui, qui continue cette action. Et effectivement, enfin, nous, on l'avait vu dès le départ, puisqu'on est quand même au quotidien confronté à ces problèmes-là dans le numérique. Mais aujourd'hui, on peut offrir aux entreprises, aussi bien publiques que privées, un socle de sécurité avec des services sur le territoire, que ce soit des services d'audit, d'accompagnement à la mise en place de sécurité, et maintenant aussi d'un SOC, c'est-à-dire d'un service opérationnel de sécurité sur le site monégasque, qui permet là aussi d'opérer les services numériques avec une sécurité qui est assez unique par rapport aux autres États et aux autres pays comparables à Monaco. Tout à fait. Justement, puisqu'on parle d'autres États, on reviendra ensuite sur un autre argument fort en faveur de la sécurité, qui est le Monaco Cloud. Et là, on en parlera à la fin du débat, puisqu'on a un intervenant qui est consacré à cela. Alors, maintenant, on va peut-être passer, si Françoise, vous avez conclu. Oh ben on pourra continuer tout à l'heure. On continuera, bien sûr. Donc, tout à fait. On va passer maintenant à la société Infotel. Alors, la société Infotel est assez intéressante parce qu'elle propose des schémas directeurs aux entreprises pour la numérisation et puis pour tout un tas de choses. Je vais les laisser vous en parler, bien évidemment. Donc, pour en parler, nous avons Fabrice Verdier, qui est le directeur de l'agence de Monaco, et Eric Fabretti, qui est le directeur général. Alors, on va peut-être commencer par le petit bout de la lorgnette, si j'ose dire, avec Fabrice Verdier, qui va nous parler un petit peu de qu'est-ce que fait Infotel Monaco. Qu'est-ce que vous proposez ? Bonjour, merci Guillaume. Donc, pour commencer, je vais faire une présentation très rapide de la société. Donc, Infotel, c'est une société qui a été créée il y a plus de 40 ans. On est éditeur de logiciels et on s'est diversifié sur la partie service ESN il y a à peu près une vingtaine d'années. Et on est également coté en bourse depuis 20 ans. Moi-même, donc, je suis le responsable de la cellule monégasque chez Infotel, qui représente à peu près 70 personnes qui travaillent pour les principaux clients en principauté, on va dire plutôt secteur grand compte, banque, finance, assurance, industrie, telco, santé, luxe sur Monaco. Voilà. Donc notre ambition, c'est d'accompagner cette transition technologique en apportant des compétences et des ressources humaines, parce que c'est aussi le nerf de la guerre. Et effectivement, on se positionne en termes de projet au niveau des schémas directeurs des entreprises. Donc le schéma directeur va se décliner après en programme et ensuite en sous-projet, et nous on va les accompagner pardon, en général sur des sujets qui vont durer plusieurs années, donc sur des prestations long terme. Donc, comme on vient de le voir, la principauté a de fortes ambitions donc sur la digitalisation, et nous, on est là pour accompagner cette croissance. Donc, pour ça, comme je le disais, il faut des hommes et il faut des talents. La première chose qu'il faut faire, je dirais, c'est tout de même un constat. Aujourd'hui, on est quand même sur une population de profils pénurique. Quand on va rechercher, je ne sais pas, des développeurs, par exemple des développeurs Java, tout le monde en cherche. Donc notre cœur de métier, c'est d'aller trouver ces profils-là, d'autant plus qu'on est sur très souvent des besoins qui sont très hétérogènes. On va travailler pour une quinzaine, une vingtaine de clients. Chaque client va avoir son propre besoin. Donc en fait, ce qui se fait, c'est qu'on va avoir du mal à mutualiser nos recherches pour éventuellement proposer une ressource qui pourrait convenir à plusieurs clients.
Une des problématiques aussi qu'on peut retrouver, c'est que en principauté, on recherche surtout de l'expertise. Voilà, des collaborateurs qui sont confirmés, qui sont experts dans leur domaine. Et en fait, on va casser un petit peu ce cercle vertueux qui, dans des équipes un petit peu plus importantes, va nous permettre d'injecter des collaborateurs ou des consultants juniors qu'on va faire monter en compétences, qui vont devenir confirmés et encadrés derrière par des experts. La difficulté qu'on a ici, c'est que tout de suite, il faut performer et il faut trouver la bonne ressource. On va rechercher aussi des profils, entre guillemets, à double casquette. Je peux prendre l'exemple du secteur bancaire, où souvent c'est des chefs de projet, des directeurs de projet qui sont recherchés. Donc il faut extrêmement bien connaître le métier de l'IT, mais malheureusement ça ne suffit pas. Il faut avoir une casquette également métier. Aujourd'hui, le métier de la banque, c'est la compliance, c'est d'accoster un système informatique avec la réglementation, qu'elle soit monégasque, européenne, internationale. Et il faut donc des gens aussi qui connaissent extrêmement bien ces réglementations. On peut prendre l'exemple de MiFID, FATCA, CRS. Donc ça rajoute un degré de complexité supplémentaire. Une fois qu'on a fait ce constat-là, qu'est-ce qu'on met en place pour justement apporter toute cette science en fait, à la principauté? Alors, le nerf de la guerre, on ne va pas se le cacher, ce sont les ressources humaines. Voilà. Donc il faut qu'on puisse mettre en place une cellule qui soit extrêmement efficace. Il faut savoir qu'on sollicite des gens qui sont sollicités 3-4 fois par semaine. Quand on cherche un expert dans un domaine en particulier, c'est très compliqué. Donc la première chose, c'est d'avoir vraiment le meilleur niveau de discours. C'est des gens qui n'ont pas le temps, qui sont sollicités en permanence. Donc ça veut dire qu'il faut faire monter en compétence les cellules RH sur l'IT. Alors l'idée, c'est que ça ne devienne pas des professionnels de l'IT, mais en tout cas, il faut qu'elles aient les mots-clés, qu'elles racontent le projet dans les détails, qu'elles sachent expliquer, qu'elles sachent répondre également aux questions du candidat pour être le plus percutant possible et arriver à capter l'attention de ces gens-là. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans un modèle qui est un petit peu différent du modèle traditionnel, on va dire, français, où, pour vous donner un exemple, on va avoir une personne qui s'occupe des ressources humaines pour un commercial et à peu près une centaine de collaborateurs. En principauté, on fonctionne un petit peu différemment. On a 3 RH pour couvrir l'ensemble des besoins qui sont en principauté. Donc c'est un dispositif qui est assez inédit. Eric en parlera peut-être un peu tout à l'heure. La méthodologie qu'on a mis en place également, c'est une méthodologie essentiellement de chasse. Aujourd'hui, les job boards, ça fonctionne plus très bien, ou en tout cas pas pour ce qu'on cherche. Donc notre métier, c'est vraiment d'aller solliciter les gens, essentiellement sur LinkedIn. Il faut valoriser absolument les besoins qu'on a pour leur donner envie de nous rejoindre. Donc bien évidemment, quand on parle de Monaco, tout le monde connaît, mais il faut que les RH ont quelque part un discours de séduction. Il faut leur expliquer une histoire, il faut leur expliquer qui on est, ce qu'on fait, ce qui est en train d'être développé en principauté et toutes les ambitions qu'on a. Voilà. Ensuite, en termes d'accompagnement, on a un volet social qui est assez important également parce que comme on va échanger avec des experts, donc c'est des gens qui ont déjà un métier, qui habitent pas dans la région forcément. Nous, on échange beaucoup avec des gens qui habitent Paris, Londres, Genève, le Luxembourg. Donc il faut faire déplacer dans la région en principauté. Et on est à même également d'accompagner le conjoint quand la personne dit « Ok, ça m'intéresse sur Monaco, mais par contre, voilà, j'ai ma femme, mes enfants, ma maison. » Donc on va aussi les accompagner pour qu'elles puissent descendre, venir à Monaco en toute sérénité et en toute sécurité. Voilà. Tout à fait. Alors ça, c'est pour le contexte monégasque. Et maintenant, on va peut-être donner un petit peu plus le contexte général, puisque franchement, évidemment, comme le disait Stéphane Bruno au début de son allocution, Monaco n'échappe pas au reste du monde, bien évidemment. Alors, où en est le contexte français, Eric Fabretti ? Merci Guillaume. Bon, moi l'objectif, c'est pas de vous faire un exposé du contexte français, parce que ce qui nous intéresse, c'est Monaco.
Donc déjà, pour commencer, je voudrais vraiment saluer le dynamisme que je peux rencontrer à Monaco. Bon, moi, je suis arrivé à Monaco il y a 15 ans et j'ai vu en 15 ans cette économie littéralement se métamorphoser, notamment sur tout ce qui nous intéresse, enfin, qui fait partie de notre métier, le digital. Alors, pour parler de la France, Infotel, c'est une entreprise de 3000 personnes qui va bien, qui n'a pas de dette, qui a de la trésorerie, qui est solide, qui travaille avec des Airbus, des Stellantis, des BNP, des Crédits Agricoles, etc. Et donc, par rapport à Monaco, nous, ce que l'on apporte, en fait, c'est toute la dynamique d'un groupe qui vient appuyer la structure de Fabrice. En fait, Fabrice a insisté sur la partie RH parce qu'elle est importante. Et cette partie RH, elle va s'appuyer sur notre capacité de marketing, sur notre capacité à fournir du personnel formé, expert et qui a des expériences venues d'ailleurs. L'an dernier, ça va très vite, donc 2022, on a embauché 800 personnes en France. Donc sur ces 800 personnes, on sollicite des mutations à Monaco et c'est aussi une façon de venir apporter de la valeur. Parce que notre objectif à Monaco, on a beaucoup parlé RH, c'est pas de positionner des gens, c'est d'apporter de la valeur. Et une ESN, cette valeur, elle arrive par les gens. Donc valeur par le recrutement, mais aussi valeur par toute la dynamique technologique. On a plusieurs labos et plusieurs centres de recherche en France, comme à disposition de nos filiales, où on fait beaucoup de veille technologique. On fait pas mal de POC. Alors bon, on s'intéresse aux technologies de nos clients. On peut parler d'intelligence artificielle aujourd'hui parce que bon, c'est dans l'air du temps, mais on fait aussi des POC sur des choses beaucoup plus terre à terre, sur des modèles industriels et sur des logiciels qui sont peut-être moins innovants que l'intelligence artificielle, mais qu'en tout cas qui répondent à vos besoins. Vous en parlerez tout à l'heure. Et puis il y a une table ronde à 16h, je crois, sur ces sujets. En tout cas, l'objectif du groupe, au-delà de ses propres objectifs, qui est d'apporter de la valeur, de croître et de continuer à exister pour les grandes entreprises, c'est d'apporter à Monaco toute sa force de frappe en termes de marketing, de ressources humaines et de technologie. Voilà ce que je pourrais dire, mais je répondrai volontiers à vos questions si vous en avez. Ben écoutez, c'est déjà pas mal, puisque ça couvre quand même pas mal de besoins. Donc bravo à Infotel. Alors là, on a parlé ressources humaines, architecture, mais quelque part, le nerf de la guerre, le nerf de l'économie, c'est l'énergie. Et pour parler d'énergie, donc nous avons notre vedette qui a laissé tomber sa guitare électrique cette fois-ci, mais qui va un petit peu nous parler de pas mal de choses sur la disponibilité de l'énergie. Pierre-Franck Pellacchi, la SMEG, s'il vous plaît. Oui, tout à fait, Guillaume. C'est un point essentiel qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'économie, sa stabilité, son développement passe par la disponibilité de l'énergie, et plus particulièrement de l'électricité. Aujourd'hui, sans électricité, tout s'arrête, mais absolument tout. On ne peut même plus payer, on ne peut plus rien faire. Donc on s'attache à la SMEG à rendre le réseau le plus disponible possible, et on peut se féliciter, alors, on va passer un peu d'immodestie, d'avoir un réseau, et touchant du bois, extrêmement disponible. En moyenne, il y a un indicateur très officiel international qui s'appelle le SAIDI qui mesure le temps de coupure. On est en moyenne à peu près à 5 minutes de coupure par an et par client. Là où dans les métropoles urbaines, on est plutôt à 15-20 minutes, et puis dans les zones un peu plus rurales, on dépasse largement l'heure. Ce fort taux de disponibilité, pour nous, c'est véritablement le moteur des équipes et ce qui peut garantir justement que l'économie monégasque fonctionne bien. Donc, pourquoi on arrive à ces résultats? Parce que il n'y a pas de miracle là-dedans. Il y a deux grands facteurs. Il y a premièrement le réseau en lui-même, où là je soulignais l'engagement des équipes de proximité, et c'est important. On a sur Monaco les équipes terrain sur place, là où parfois dans certaines villes il faut faire venir des techniciens de plus loin, donc des temps d'intervention extrêmement courts, généralement moins de 20 minutes pour intervenir sur un incident, des réseaux récents, bien entretenus,
souterrain, donc beaucoup moins fragile ou sensible à des aléas météo. Cela dit, on a beau avoir un très très bon réseau, si on n'a pas d'électrons à injecter à un bout du câble, il n'y a rien à l'autre bout de la prise. Et là, Stéphane le disait, Monaco n'a pas de ressources, n'a pas la place non plus pour remettre des centrales sur son territoire, et du coup n'a pas la capacité de produire l'électricité dont elle a besoin. Et donc ça peut être vu comme un très grand manque de souveraineté et une faiblesse. Et comme souvent à Monaco, on a fait preuve d'antifragilité, cette apparence faiblesse, en réalité, on l'a transformée en atout. Et pour expliquer ça, je vais redire une phrase que j'ai dû dire à des milliers de fois, l'électricité ne se stocke pas. Donc à chaque instant, ce que l'on consomme doit être produit par une centrale, de façon synchrone. Si nous étions à Monaco avec une ou deux centrales en autonomie, il suffit que cette centrale tombe en panne, ou qu'on en ait une maintenance, et on serait dépourvu. Et la sécurité, la stabilité de tous les réseaux au monde passe par l'interconnexion et par le fait qu'il soit le plus grand possible. La France, par exemple, RTE, est connectée à 33 autres réseaux, bien qu'elle dispose plus de 2000 centrales. Et nous, quand je parlais d'antifragilité, nous avons fait valoir à notre grand voisin français, justement, que nous n'étions pas capables de produire notre électricité. Et ça a prévalu un accord très solide entre nos deux pays qui nous permet d'être raccordés au réseau de transport français de façon extrêmement solide, beaucoup plus solide que ce que pourrait l'être une ville de taille équivalente à Monaco en France. Et c'est ces liens très forts avec le réseau de transport français qui nous assurent justement cette stabilité beaucoup plus forte que si nous avions nos 2 ou 3 centrales sur Monaco. En fait, paradoxalement, Monaco, en restant hors de la vague de libéralisation qui a fourni l'électricité, de fourniture d'électricité qui a eu lieu en Europe, a renforcé sa souveraineté. C'est bien ça, Pierre-Franck ? Alors oui, ça c'est sur un autre aspect, c'est l'aspect qui peut-être vous intéresse encore plus que l'aspect technique de raccordement, qui est l'aspect financier. C'est-à-dire que derrière, il va falloir facturer l'électricité, et le gouvernement monégasque a eu la lucidité, par rapport à la taille du territoire, de ne pas s'engager dans la libéralisation qui a eu lieu en Europe et dans les autres pays. Donc là, il ne m'appartient pas de porter un jugement sur cette libéralisation, qui peut avoir du sens à la taille d'un continent. En revanche, à la taille de Monaco, le tissu économique est plutôt porté par des PME ou des ETI, pour qui acheter de l'électricité sur le marché est à la fois complexe et très très risqué. Parce qu'on est exposé justement à ces aléas de marché. Vous achetez le lundi à 100 €, mais si vous aviez acheté le vendredi, c'était 50, et puis si vous achetez le vendredi d'après, c'est 200. Le marché de l'électricité, c'est un véritable marché comme la bourse, et ça comporte beaucoup de risques. Le fait d'avoir échappé à la libéralisation fait que la SMEG agit pour vous, à Monaco, un peu comme une centrale d'achat. Nous exerçons sur les marchés, donc on importe la compétition qu'il peut y avoir sur les marchés d'électricité, mais à une taille qui est beaucoup plus cohérente avec justement cet exercice d'achat sur les marchés. On achète pour le volume de Monaco avec justement une stabilité dans la prévision des consommations, et on retranscrit ces achats dans des tarifs qui sont agréés par le gouvernement et qui sont pareils pour tous. Et là, quand on vit une crise comme l'année dernière, bien sûr, on ne peut pas se réjouir que les entreprises aient eu une trentaine ou une quarantaine de % d'augmentation. Mais cette augmentation, déjà, elle a été identique pour tout le monde, annoncée, prévisible dans les budgets, et on n'a pas eu des effets comme parfois en Europe, malheureusement, d'entreprises qui ont dû fermer parce qu'elles ont été confrontées à des factures qui ont triplé, quintuplé, décuplé, ou aussi à l'impossibilité de créer d'entreprise. Parce que l'année dernière, si vous vouliez créer une entreprise en Europe, aucun fournisseur n'acceptait de vous faire un contrat, ou alors à des prix prohibitifs. Donc le modèle économique de la vente d'électricité et de l'approvisionnement d'électricité à Monaco garantit sécurité, stabilité et dynamique. Ça, c'est plutôt un atout quand même. C'est plutôt un atout.
Et on ne s'arrête pas là, parce que justement, on parlait d'ambition. Nous avons l'ambition d'une transition énergétique et nous avons l'ambition aussi de gagner en souveraineté, en autonomie sur le plan d'énergie. Et donc, avec le gouvernement, en 2018, on a créé un vecteur qui s'appelle Monaco Énergie Renouvelable, pour là aussi allier le meilleur de ces deux mondes, c'est-à-dire que le meilleur au niveau de la densité de réseau, c'est de créer nos propres centrales monégasques, avec un petit drapeau monégasque en France, et au fil du temps, de s'approvisionner nous-mêmes directement auprès de nos centrales, ce qui va nous désensibiliser progressivement des aléas du marché et d'approvisionner nos clients à nos prix de production. Alors que pour tout le monde soit bien au courant, donc comment on pourrait résumer ça? C'est-à-dire que Monaco produit en France, la SMEG produit en France pour Monaco, de l'énergie exclusivement renouvelable. Exclusivement renouvelable. On a exclusivement des parcs éoliens et photovoltaïques. Donc ce sont des parcs qui appartiennent à Monaco, au sens large, puisque le MER c'est moitié l'État, moitié SMEG. Et du coup, là, on a la parfaite souveraineté de l'entretien, de l'exploitation de ces centrales qui sont exploitées au bénéfice de Monaco. Qui vont dans le réseau français, qui réexportent l'équivalent. Exactement. Donc, nous, notre discours, c'est de dire, voilà, on est en train de produire l'équivalent de notre consommation. Après, le réseau électrique, c'est interconnecté, peu importe que l'usine, elle soit à 10 mètres, à 100 mètres ou à 1000 km. À partir du moment où on sait identifier où l'on produit et où va l'électron, c'est Monaco qui en bénéficie et qui gagne en souveraineté et en stabilité, là aussi, au niveau des prix et de dynamique économique. Alors, est-ce que l'objectif, c'est d'arriver à 100% et à quel horizon? Alors, l'objectif, bien sûr, c'est d'arriver à 100%. L'horizon que nous nous étions fixé à la création de Monaco Énergie Renouvelable, c'était 2030. On ne s'interdit pas d'y arriver avant. C'est beau. Voilà, ça c'est un bel objectif pour Monaco. Merci beaucoup Pierre-Franck. C'est donc un approvisionnement, on le répète, 100% vert. 100% vert. Eh bien écoutez, merci beaucoup et ça permet aussi évidemment de réduire notre exposition auprès du marché. C'est ça, on réduit notre impact carbone et on réduit notre exposition auprès du marché tout en gardant une sécurité dans l'approvisionnement électrique et que les entreprises puissent fonctionner H24. Tout à fait. Merci beaucoup Pierre-Franck. Alors, on arrive, puisqu'on en était aux questions de souveraineté, on va en arriver à notre dernier intervenant, puisque la souveraineté aussi, aujourd'hui, elle passe par le cloud. Ça, vous le savez très bien, le cloud, c'est très, très important. Alors, comment avoir un cloud souverain quand on est un si petit pays que le nôtre? Où est-ce qu'on peut stocker tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, comment ça marche? Quels sont les fondements de Monaco Cloud, Stéphane, s'il vous plaît? Déjà, je pense qu'il faut se reprojeter en fait sur l'historique en fait de Monaco Cloud. D'où est-ce qu'on vient? On est né au travers du programme Extended Monaco, qui vise à la transformation numérique de la principauté, et notamment en fait au travers de projets comme la e-éducation, la e-santé, le e-gouvernement, la Smart Cities. Et il avait été identifié lors de ces projets, l'initialisation de ces projets, qu'il était nécessaire d'avoir un socle technique, un socle numérique pour porter ces projets. Et il était nécessaire pour le gouvernement d'avoir un système d'information avec les solutions nécessaires pour développer ces projets. Et puis, dans la réflexion, s'est posé la question, est-ce que ce socle technique, il ne serait pas intéressant d'en faire profiter l'ensemble des collectivités publiques de Monaco? Et puis, en allant plus loin, est-ce qu'il n'était pas intéressant également d'en faire profiter également le marché privé de Monaco, voire les entreprises internationales qui seraient intéressées par venir s'installer sur des solutions numériques monégasques. Et donc en 2021 a été créé l'opérateur de cloud souverain, Monaco Cloud. Le projet a été lancé. 2022, les premiers services ont été mis en ligne. Aujourd'hui, on est en 2023, donc on a quand même que quelques années de vie. Et aujourd'hui, nos services sont stables. On a lancé le développement de nos services en tant qu'opérateur de cloud souverain. Et on développe également une marketplace avec des solutions que l'on travaille avec notre réseau d'intégrateurs, réseau d'éditeurs, en fait, pour venir construire des solutions pour répondre aux besoins de nos clients.
Donc les fondements de Monaco Cloud, en fait, on a 4 piliers. On est comme Stéphane, on a également 4 piliers. Le premier pilier, en fait, c'est la sécurité. Et là, je rejoins ce que disait Françoise. C'est l'élément le plus important, en fait, sur Monaco, et notamment sur la partie numérique. On continue, en fait, au niveau numérique, cette volonté, en fait, qu'a Monaco d'avoir un haut niveau de sécurité, que ça soit, en fait, physique, au sein du pays, mais également au sein du monde numérique. On est secure by design, c'est-à-dire que l'ensemble de nos démarches, l'ensemble de nos projets sont construits avec cette dimension sécurité dès le début du projet. Deuxième fondement, c'est la confidentialité des données. Confidentialité des données et souveraineté des données. Moi, j'aime à dire, en fait, une petite phrase. Il y a quelques années, on disait les données, c'est le pétrole de demain. Ben, demain, c'est aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, vos données, nos données, toutes les données en fait qu'on produit au quotidien, ben aujourd'hui, c'est l'or, c'est le trésor en fait d'une entreprise. C'est le savoir, c'est l'historique, c'est la partie financière. Et ça, en fait, il faut le protéger et il faut le rendre confidentiel vis-à-vis des démarches d'autres pays, notamment en fait de lois extraterritoriales qui pourraient donner en fait l'accès à ces données à des tierces parties en fait et notamment à des États. Voilà, donc la souveraineté c'est également important. C'est aussi l'indépendance vis-à-vis de tous ces acteurs qu'on entend parler au niveau du cloud. Construire un cloud souverain, c'est avoir ses solutions nationales dans son pays et ne pas être dépendant en fait d'acteurs étrangers. Voilà. Troisième pilier, c'est la proximité. Aujourd'hui, avoir un cloud souverain, et on en parlait tout à l'heure, c'est de pouvoir en fait co-construire des offres sur mesure et pareil ne pas être dépendant en fait d'offres qui sont construites en fait par un autre opérateur sans qu'il y ait de personnalisation pour le marché monégasque. Et le dernier, Opérateur privé, vous voulez dire? L'opérateur cloud sur le marché monégasque. Mais ne pas être dépendant d'un autre opérateur privé. Ah oui, tout à fait. D'un autre, oui, autant pour moi, d'un autre opérateur privé et en plus qui pourrait être étranger. En plus de ça. Voilà, donc la confidentialité des données, la souveraineté des données, la sécurité et la proximité, donc les 4 piliers en fait, qui sont les fondements de la construction du cloud souverain sur Monaco. Et qui nous permettent d'assurer la sécurité de nos données et surtout leur indépendance en fait. Tout à fait. C'est vraiment le principe. Ok, ben écoutez, ça me semble assez clair. Alors je pense qu'avant de passer à la session questions-réponses, peut-être on va laisser à notre premier intervenant, Stéphane Bruno, le soin de faire une petite conclusion par rapport à ce qui s'est dit et par rapport à ce que précisément le gouvernement monégasque peut attendre des opérateurs privés tels qu'ils se sont exprimés aujourd'hui. Pour conclure, je tiens à remercier la qualité des interventions parce qu'elles sont très pertinentes et elles reflètent un petit peu les propos introductifs sur les interactions entre les différents secteurs d'activité. Évidemment, le numérique joue un rôle essentiel puisque c'est un outil de développement économique, un outil de modernisation pour l'ensemble de nos entreprises, quel qu'en soit le secteur d'activité. Et puis on a terminé sur le cloud et je vais en profiter pour souligner l'importance de ce cloud souverain parce que c'est un outil pour moi qui est essentiel. Beaucoup d'entreprises qui veulent s'installer nous contactent, nous demandent où en est la principauté sur ce sujet. Parce que la souveraineté des données est un enjeu essentiel, la sécurité également, parce que là je rejoins totalement François sur le fait que l'atout de Monaco c'est la sécurité physique, et que si Monaco veut être attractif certaines entreprises, il faut qu'on transpose dans le virtuel ce haut niveau de sécurité. Donc le cloud souverain, il est très important. La souveraineté, c'est un mot qu'on entend beaucoup et qui à mon sens parfois est galvaudé, parce qu'il ne veut pas dire non plus autarcie. Ça ne veut pas dire se couper du monde, mais ça veut dire mettre en place des garde-fous pour pouvoir garder une certaine liberté. Et Pierre-Franck l'a très très bien expliqué. Par contre, ça veut dire aussi la souveraineté, c'est se mettre en conformité avec certaines règles, avec certaines
Recommandation, vous allez me dire j'y reviens, mais c'est important parce que je voudrais casser ce mythe que les obligations anti-blanchiment sont une contrainte, qu'on nous force la main. Il faut tout voir comme une opportunité. Et puis, j'aime bien la phrase de Stéphane qui disait qu'aujourd'hui c'est demain, parce que je pense que c'est quand tout va bien, et aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'économie monégasque se porte très bien, mais c'est quand tout va bien qu'on prépare demain, parce que demain va arriver très très vite, et demain est très incertain. D'où mon introduction sur le terme stabilité qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes, parce que l'incertitude, elle est quotidienne, il faut s'y préparer. Merci. Mais pour que rien ne change, il faut que tout change, et on est justement là pour ça. Merci beaucoup. Alors on va peut-être prendre les questions. Si vous avez des questions, alors, je sais que Steven Salzman avait une question, donc il a forcément, bien sûr, la primeur des questions. Je vois qu'il n'est pas venu tout seul en plus. Donc allez-y, je vous en prie, et après on prendra les autres questions. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous écouter. Et cette question, c'est pour Monsieur Bruno. Alors, je m'appelle Carmen Franco et je suis cofondatrice de Muse. C'est le seul événement en 3D et Web3 et Metaverse ici à Monaco. Et en fait, voilà, on fait la 3e édition sous le haut patronage de Prince Albert. Et j'aimerais bien savoir comment vous voyez le Web3 et le Metaverse se développer et s'étendre ici à Monaco. Peut-être dans la manière d'utilisation aussi. Merci. Alors j'en ai parlé en introduction, le métaverse, effectivement, c'est un sujet qui nous intéresse, mais qui aussi nous préoccupe. Pourquoi? Parce que qui dit métaverse dit NFT. Donc qui dit NFT dit manque de transparence sur l'identité physique réelle. Et aujourd'hui, on a des demandes du Conseil de l'Europe sur une transparence totale. Pardon Stéphane, est-ce que je peux te demander de rappeler ce que sont les NFT? Là, tu me demandes d'aller sur un terrain technique. Les NFT, c'est des tokens non fongibles. En fait, ce sont des avatars. Voilà. Dans le métaverse, la personne physique a un avatar. Cet avatar, je rejoins François sur la partie sécurité. Nous, ce qui nous inquiète, c'est qu'il n'est pas toujours facile de tracer qui est physiquement derrière un avatar. Et puis, qui dit métaverse, avatar, dit crypto-monnaie. Et aujourd'hui, par rapport à notre période de suivi renforcé, Moneval a identifié la crypto-monnaie comme l'outil idéal de blanchiment. Donc vous comprendrez qu'on est prudent, mais comme je l'ai dit en conclusion, demain c'est aujourd'hui, ça ne nous empêche pas de réfléchir, de travailler, mais d'être très prudent sur les cas d'usage sur lesquels on veut décliner le métaverse. Et à mon sens, j'avais fait une intervention il y a à peu près un an sous l'égide de la DIM, le métaverse doit rester quelque chose sous une gouvernance étatique, sinon on va au-delà de gros problèmes de souveraineté, de gouvernance, de dérégulation. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas le moment d'attirer l'attention. Ça ne veut pas dire qu'on n'y réfléchit pas. Donc il y a un potentiel très intéressant, notamment compte tenu de la taille de notre territoire. Mais j'ai envie de dire, là, il faut faire preuve de prudence. Mais oui, c'est un sujet sur lequel on va travailler, réfléchir, mais il faut y aller vraiment par étapes. Et on fera peut-être le point à la fin de la période de suivi renforcé. En tout cas, je crois qu'il est difficile pour tout le monde de faire abstraction du métaverse. Ça, c'est clair et net. C'est quelque chose qui est là et je suis content que le gouvernement entretienne une vraie réflexion à ce sujet. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Eh bien, écoutez, c'est rare d'être aussi clair. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, on vous laisse retourner à ce remarquable salon Monaco Business. Merci pour tout. I'm in a little bit of trouble, and I'm in real deep. From the beginning to the end, he was no more than a friend to me. The thought is making me hazy. I think I better sit down. 'Cause like sweet